Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, on va parler de voyance aujourd'hui, un mot qui a mauvaise réputation, mais notamment parce qu'il a été utilisé par n'importe qui et n'importe comment. On retrouve Marie-Laure Stout, avec grand plaisir, qui nous explique comment elle a découvert ce don, et c'était il y a belle lurette déjà, pourquoi elle l'a mise de côté plus jeune, ce qui est quand même assez classique finalement quand on a un don, étant élevée dans une famille où tous les voyants étaient considérés comme des charlatans, comment elle a reconnecté avec ce don et décidé d'en faire un métier, et aussi comment ont réagi ses parents quand elle leur a dit qu'elle était voyante. On parle également des préjugés que les gens ont des voyants, les différentes manières de concevoir la voyance, ce que les gens recherchent en allant voir une voyante. On aborde le libre arbitre et le fait que la voyance ne nous prédit pas un futur certain mais des potentiels, et ça c'est hyper important, retenez bien. Pourquoi il est essentiel de faire un gros travail de déprogrammation et de retirer les bonnes couches d'ego qu'on a pour être un bon voyant. Enfin, elle nous donne des vrais conseils pour mieux écouter son intuition et entendre les réponses, ainsi que des conseils pour trouver des voyants sérieux. Oui, parce que bon, c'est pas sur la redoute que tu vas en trouver. Suite de cet épisode la semaine prochaine, car on a papoté longtemps avec Marie-Laure, et oui, on se sentait bien, c'était hyper intéressant. Qu'il était prédit que cet épisode va être superbe. Bon allez, bonne écoute. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Léna. Je suis très contente que tu sois ici. Vous aussi, hein. Alors on va commencer direct. Peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases ? Eh bien, je m'appelle Marie-Laure Stout. Je suis voyante depuis 22 ans, auteure conférencière, je suis superviseur Reiki, et aussi je peux fabriquer des bijoux, voilà. Rien que ça, quoi. Oui, rien que ça, j'organise des séjours initiatiques depuis 20 ans. Donc en gros, depuis 22 ans, je suis indépendante. J'ai suivi tout ce développement et j'ai participé à ce développement personnel en vogue aujourd'hui. Et j'ai vu toutes les étapes, en fait, depuis 22 ans, donc c'est assez génial. Aujourd'hui, je reçois, par exemple, tu vois, les enfants de mes clientes, donc une grosse génération de... Ah, c'est marrant, ça. Développement personnel, ouais. Tu dois voir tous les traumatismes qui se baladent, tu sais, qui sont génétiques. Oui, exactement, c'est là que tout, oui, tout à fait. Quand tu étais enfant, est-ce que tu avais déjà ce don ou pas ? Alors, quand j'étais enfant, j'avais ce don, sauf que, étant donné que je suis née en 1970... À l'époque, c'était pas du tout dans l'air du temps, c'était pas développé comme aujourd'hui, c'était pas commun. Ni à la mode d'ailleurs. Oui, c'était plutôt mal vu, ça faisait peur. Et quelque part, presque, l'invisible n'existait pas. Donc, voir les choses à l'avance, c'est juste improbable. Voir des défunts ou des choses comme ça aussi, ça n'existait pas. Donc, je me suis rendu compte, en fait, presque à l'adolescence, voire plus tard, que j'avais vécu beaucoup de phénomènes paranormaux, entre guillemets, donc de sentir des gens autour de moi, et des présences, des choses comme ça. Sauf qu'à l'époque, le seul souvenir que j'avais, c'était d'appeler mes parents quand j'étais petite en criant « il y a quelqu'un dans ma chambre », par exemple, et d'avoir mes parents qui regardaient sous le lit dans les armoires en disant « il n'y a pas de monstre ». Donc, ce qui est resté dans ma tête, c'est que ce que je ne voyais pas, ça pouvait être des monstres. Et comme la majorité des gens de ma génération aussi, qui ne veulent pas développer leurs dons de voyance, de médiumnité ou autre, parce que pour eux c'est dangereux, ou ça n'existe pas, ou c'est mal vu. C'est forcément mal, quoi. Exactement. Donc j'avais bien sûr tout ça. Tu vois, j'ai un souvenir de... Quand Grace Kelly était décédée, en fait la veille de son décès, j'avais mon père qui regardait le journal, et il y avait une photo pour un film, ou je sais pas quoi d'elle, et je dis « elle est morte ?» Et mon père me dit « non, bien sûr, non, elle n'est pas morte ». Et le lendemain, c'était la grosse annonce à la télévision qu'elle était décédée. Ouais. Et donc mon père, c'était choquant pour lui. Et je me souviens juste, donc moi je devais avoir, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Je me souviens de mon père qui m'a dit, le jour où je passe dans le journal, je cacherai le journal. Donc lui, il comprenait pas bien ce qui s'était passé, mais il savait qu'il y avait quelque chose. Et bon, après, je peux pas raconter des tonnes d'anecdotes comme ça, mais j'avais l'impression plutôt que c'était normal, en fait. Tu as le sentiment, en fait, que c'est normal. Donc tu te retrouves à 16 ans ou 17 ans avec une copine qui t'offre un jeu de cartes, le petit cartomancien par exemple, en disant, bah tiens, comme ça, tu auras un support. C'est quoi le cartomancien ? C'est un petit jeu de cartes divinatoire. D'accord. Qui à l'époque existait, tu vois, t'en avais pas beaucoup, mais il existe toujours, le petit cartomancien. D'accord. C'est comme un jeu de 52 cartes, ou un peu moins, et tu as le valet, la dame, mais en revanche, tu as des petits mots en dessous, par exemple, un jeune homme blond. Donc tu as le valet, puis tu vas avoir le jeune homme, le valet de trèfle, ça va être un jeune homme brun. Le valet de cœur, ça va être un jeune homme blond. Il y a un message écrit avec ? dessus. Non, il y a juste écrit, enfin, il y a juste ça, il n'y a pas d'autre message. Donc après, c'est ton intuition qui te parle en voyant la carte. Tout à fait, comme normalement quand tu tires les cartes. Tu n'étais pas censé analyser ou donner le message dessus. Tu vois, parfois, c'est très, très éloigné même de ce qui est écrit sur la carte.
Et en fait, je me suis retrouvée comme ça à tirer les cartes à toutes les copines le matin à l'école, jusqu'au jour où ma meilleure amie qui me parlait depuis des mois d'un garçon dont elle était folle, et le jour où, à l'époque, on demandait si on pouvait sortir avec. Tu vas à la Je boum. vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas dit oui, alors qu'elle m'en parlait depuis des mois. Et donc, je lui ai dit, écoute, Véro, je comprends pas trop, pourquoi tu sors pas avec lui ? T'en rêves ? Tu étais hyper folle amoureuse de ce mec. Et elle me dit, ah ben non, hein, tu m'as tiré les cartes la semaine dernière, et tu m'as parlé d'un garçon, il y avait marqué jeune homme brun, et lui, il est blond. Je dis, tu déconnes. Non, mais tu vas pas me dire que tu te... Non, c'est pas possible. Et j'ai mis mon jeu de cartes dans un carton et je ne l'ai plus sorti jusqu'à mes 27 ans, quand j'ai officiellement commencé à consulter. Parce que je me suis rendu compte à quel point on pouvait être influencé, à quel point le cerveau entendait ce qu'il voulait bien entendre. Et du coup, c'était juste pas possible. Voilà. Donc ensuite, j'avais soit les copains qui me disaient « Pourquoi tu m'as pas dit ?» Ou alors, quand j'entendais quelque chose, j'entendais « Non, je ne veux rien entendre. » Ça fait peur. Ouais. Oui, c'est la shkoumoun, ça va encore m'arriver si tu me le dis. Je ne veux pas entendre. Donc c'était soit je ne veux pas entendre, ou soit pourquoi tu ne m'as pas dit. Donc ça, c'était un peu toute la période de l'adolescence. Donc tu l'avais pas mis de côté finalement. Coup, c'était entre parenthèses. Là, je te parle toute l'adolescence, en gros, de mes 13, 14, 15, 16 ans, où j'étais pour, je pense, mes amis, une espèce d'extraterrestre, tu vois, pour l'époque. Dans ma manière d'être en général, de tout, dans ma manière de penser, dans ma manière d'être. Donc ça se manifestait sur plein de plans, parce que quand tu es, entre guillemets, voyante, tu captes plein de choses, donc tu vas parler de plein de sujets que les gens n'abordent pas déjà dans leur coin, et encore moins devant les autres. Et tes parents, ils en pensaient quoi, eux ? Ah, mes parents, j'en parlais surtout pas devant mes parents. Donc pour eux, c'était fermé ? Pour eux, c'était archi fermé. C'était, quand il y avait des émissions qui passaient à la télévision, c'était j'entendais, c'était voyant charlatan. Voilà, ouais. Pour eux, c'était voyant égale charlatan. Est-ce que ça t'a fait complexer ? En sachant quand même, ça m'a pas fait complexer parce que je ne me croyais pas voyante. Oui, pour toi, c'était juste naturel, un don naturel, c'est ça ? En fait, à l'époque, donc là, je vous parle des années 80-90, un voyant était une bohémienne souvent, qui travaillait dans une roulotte avec un hibou, un chat noir, des ongles vernis super longs, un turban sur la tête, qui était dans les foires et qu'on allait voir en se cachant. Ma que je vais te dire l'avenir. Si, je vais regarder dans ma grosse boule de cristal. Tu vois, c'était ça en fait à l'époque. Aujourd'hui, moi, quand je vois à 20 ans que je rencontre des jeunes femmes qui me disent oui, alors je ne sais pas trop comment faire avec cette entité qui vient me visiter. Là, tu te dis waouh, on n'est plus dans le même monde. Ouais. Et c'est génial. Sauf qu'à l'époque, c'était moins génial. Donc, il y avait, parce qu'on était quand même dans un siècle précédent qui était énormément basé sur tout ce qui était intellectuel. Donc, tout ce qui était manuel artistique, n'en parlons pas, c'était très mal vu. Alors, ce qui était du domaine de la spiritualité hors religion, mais c'était juste tabou. C'était juste tabou. Et en fait, je me suis retrouvée, quand j'ai commencé à consulter en tant que voyante à 27 ans, je l'ai caché pendant 2 ans à mes parents, pour te dire, à 27 ans. Et pendant 2 ans, j'ai dit à mes parents, je vous raconterai un jour ce que je suis en train de faire, je suis en train de monter quelque chose, je vous en parlerai plus tard. Et il a fallu que Voici sorte 2 pages sur moi, que le journaliste m'appelle en me disant, ça sort la semaine prochaine. Et là, je me suis dit, ok, j'ai eu 3 articles déjà, mais là, Voici... Ça veut dire que le voisin de droite et le voisin de gauche risquent de dire à ma mère, bah alors comme ça votre fille, ouch, il va falloir que je leur dise. Comment tu t'es retrouvée à refaire de la voyance et à en faire un métier ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça y est, tu prennes cette décision-là de faire un métier ? Passant de l'âge ado, où tu entends tes amis qui te disent « ça suffit, je ne veux pas savoir », même si toi, tu admets pas forcément que tu es voyante. Parce qu'à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, je pense aussi un petit peu dans les mentalités, une voyante, c'est quelqu'un qui te lit l'avenir tel qu'il est écrit, qui est capable de te donner le nom et le prénom de ta grand-mère, qui va te donner des images très claires et très fixes de ce qui va se passer demain. Qui n'a pas le droit à l'erreur, en plus. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, je ne voyais pas du tout la voyance comme ça depuis le début. Pour ça, quand je dis une extraterrestre, même dans la voyance, la première décennie, j'étais une extraterrestre. Parce que pour moi, rien n'était écrit à l'avance, rien n'était fixe, ce n'était que des potentiels. Exactement, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est très intéressant. Et du coup, pour moi, parce que je me suis posé beaucoup de questions, et surtout pendant quasiment 10 ans, quand j'ai reçu des journalistes qui me disaient « ça vient d'où ? Pourquoi ? Comment ?» Ça a été une espèce de psychothérapie que j'ai dû faire, de me dire « mais pourquoi ? Effectivement, ça vient d'où ? Pourquoi je fais ce métier ?
À quoi ça sert ? J'ai dû me poser encore plus de questions que je me posais déjà avant. Donc je suis passée d'un état d'ado où je voyais des choses, je sentais des choses, mais qui me semblaient pour moi naturelles. C'était « mais pourquoi tu sors avec ce garçon ? Il est hyper méchant avec toi », alors que la relation venait de commencer et que le petit copain, il était super mignon et super gentil. Sauf que quelques semaines ou quelques mois après, il était ignoble. Et je l'avais vu, et pour moi, je l'avais vu dans le sens de... Je voyais des images d'insultes, des choses comme ça, et je le sentais. Je le sentais, sans forcément même les images. Mais je le sentais ou je l'entendais. Et je voyais bien qu'il y avait un côté très hermétique ou peu croyant ou pas du tout ouvert sur les personnes autour de moi. Et donc, il y a énormément de choses que je cachais, que je ne disais pas. Et en même temps, je ne mettais pas ça sur le compte de la voyance, puisque je ne rentrais pas dans le moule de celle qui lit l'avenir et qui dit « ça va se passer comme ça ». En plus, pour moi, c'était « puisque ça va se passer, si c'est chouette, tant mieux, mais si c'est désagréable, qu'est-ce que je peux faire ? Puisque je le sais à l'avance, mais pourquoi je suis obligée de le vivre ? J'ai quand même 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, des oreilles, une bouche. Pourquoi je ne pourrais pas faire autrement ? Si je sais qu'il y a un trou au bout de la route, je vais ouvrir les yeux en grand et je vais faire attention de ne pas tomber dedans, même si on m'a dit que j'allais tomber dedans. Ensuite, si je tombe dedans, sûr, je vais me demander pourquoi je suis tombée dedans ou qu'est-ce qui a fait que, alors que je le savais, je suis tombée dedans. Est-ce que j'avais oublié ? Est-ce que quelqu'un m'a fait trébucher ? Est-ce que je suis tombée sur une peau de banane ? L'idée, ça a été toujours pour moi, la voyance était un moyen d'être au courant à l'avance de ce qui allait se passer pour en être conscient et pour pouvoir se remettre en question en se disant est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre ou pas ? Si c'est ce que j'ai envie de vivre, tant mieux, je ne change rien. Si ça me dérange, ça me bouscule, est-ce que je vais quand même le vivre ? Est-ce que je dois le vivre ? Pour quelles raisons je dois le vivre ? Est-ce que c'est vraiment marqué dans le marbre ? Ou est-ce que ce qui est inscrit n'est pas simplement que le résultat de ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à aujourd'hui, de ce que j'ai voulu voir ou de ce que je n'ai pas voulu voir, de ce que j'ai pris en main, de ce que j'ai mis en place comme résolution ou de choses que j'ai mis de côté parce que c'était trop compliqué, trop lourd pour moi et que... j'ai pas voulu prendre la responsabilité des choses en pensant que ça pouvait se régler autrement ou que c'était pas de ma faute, j'étais victime de la situation. Donc je me suis retrouvée comme ça pendant une grosse décennie à pas du tout parler de voyance. En gros, entre mes 17 ans et mes 27 ans, il s'est passé quasiment une décennie où j'ai fait abstraction totale de ce don. Et je ne voyais même pas ça comme un don puisque je pensais que c'était naturel. Ouais, c'est souvent le cas pour ceux qui sont intuitifs de base. Complètement. Et voyant ce qui se passait en plus dans les médias et ce que je lisais dans la presse et à la télévision, je ne ressemblais tellement pas à ça. Ouais, physiquement parlant, j'étais pas une bohémienne, mes parents étaient très catholiques, pratiquants, une famille normale, qui avait une vie normale, qui avait une maison, des enfants, j'allais à l'école, c'était juste pas concevable. Donc pendant une décennie, ça a vraiment été quelque chose que j'ai mis de côté, voyant aussi la difficulté de ces générations à aborder la voyance et tout ce qui touchait à l'invisible et à la spiritualité autrement, que du coup, j'en ai pas parlé et j'ai fait abstraction, même si dans tout ce que j'ai fait, j'avais un vrai rapport avec l'être humain dans la communication, dans les échanges, dans ce qui était dit, où je me rendais pas compte forcément que c'était de la voyance, et pourtant c'en était. Parce que j'avais des gens qui me disaient... c'est dingue, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que tu me connais depuis longtemps. Et ce que j'utilisais beaucoup aussi, c'était l'astrologie. J'ai acheté mon premier livre sur l'astrologie à 10 ans parce que je m'étais rendu compte, alors je ne pourrais pas dire pourquoi Léna, aucune idée à l'époque, mais j'avais ma meilleure amie qui était Verseau, mon chéri, mon petit amoureux de l'époque était Verseau, et ma grand-mère qui était Verseau. Donc je me suis dit, ça alors. Donc j'ai acheté un livre sur le Verseau. Et là-dedans, on pouvait calculer les ascendants des personnes. Et je me suis retrouvée à calculer mon ascendant, voir que j'étais Verseau. Et là, j'ai fait ça alors. Et j'ai acheté d'autres livres donc, sur mon signe, puisque je suis Poisson, signe des voyants aussi. J'ai appris aussi ça. Donc ça a conforté quelque chose aussi, les gens, le signe des intuitifs, et qui sont liés à la mort et tout. Et en fait, je me suis planquée beaucoup derrière l'astrologie. Quand je parlais à quelqu'un, je disais « Ah, dis donc, t'es pas Verseau, toi, ou t'es pas Bélier, t'es pas Taureau ». Et même si les gens n'y croyaient pas, comme je leur donnais leur signe, ils me disaient « Ah oui, et c'est quoi pour toi d'être Lion ?» Et je leur disais « Lion, c'est ça, ça, ça ». Et les gens me disaient « Mais c'est dingue, c'est exactement moi ». Après, je me suis rendu compte que je faisais de la voyance, que c'était pas l'astrologie, parce que quand je parlais à quelqu'un, je parlais vraiment de lui. Et je me planquais derrière ça aussi, parce que c'était quand même la seule chose à l'époque, parce que tous les magazines féminins avaient leur horoscope, donc tout le monde lisait malgré tout, même si on ne croyait pas à la voyance, tous les hors-séries sur l'astrologie et tout, les gens le lisaient, et chaque mois dans n'importe quel magazine, même à la radio, il y avait... Et oui, ou chez le docteur, tu lis exactement.
Et du coup, je me suis planquée derrière. C'était plus facile même pour mes parents. Quelque part, comme pour eux, j'avais une évolution d'études scientifiques. Donc, si je calculais des thèmes et des ascendants, c'était pas si mal que ça, en fait, tu vois. Et je me suis retrouvée donc, pendant une décennie à pas du tout parler de ça et m'en occuper jusqu'au jour où j'ai eu des personnes très proches de moi, chéries et meilleures amies, qui m'ont usée pour que je devienne voyante. Donc ça, c'était en 97, à mes 27 ans, en me disant « Marie-Laure, il est important que tu aides les gens avec la voyance. » Et moi, je dis « Mais je ne suis pas voyante. » Donc voilà, ça a commencé comme ça jusqu'au jour. Donc on m'a offert un tarot en me disant ça serait bien que tu aies quelque chose devant toi parce que j'avais jamais eu de carte depuis 10 ans auparavant et que je ne voulais plus utiliser. On m'a offert le tarot de Marseille que je trouvais un petit peu insignifiant, pas drôle, pas rigolo. Je m'en excuse au l'univers depuis. Tu vois, j'aurais voulu qu'on m'offre un tarot comme il existe aujourd'hui, de fées ou d'autres choses, un truc beaucoup plus rigolo, beaucoup plus sympathique, avec des belles images. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était la blonde. Un peu plus girly. Voilà, exactement. Sauf que voilà, c'était le tarot de Marseille que j'avais devant moi, que je ne connaissais absolument pas, mais que j'avais devant moi quand, en tout cas, j'ai commencé en tant que voyante. Et un soir d'Halloween, il y a 22 ans, le 31 octobre 1997, je me suis retrouvée dans la rue. Donc, ça faisait 3 semaines que je ne travaillais plus, que je venais d'arrêter quelque chose dans ma vie. Et j'étais dans la rue désespérée avec une copine en disant « Je ne sais plus quoi faire de ma vie ». Elle me dit « Si, tu sais très bien ce que tu dois faire de la voyance pour aider les autres. » Donc je lui ai dit « T'es gentil, je vais pas m'installer dans une roulotte. » C'était encore, tu sais, on était encore là-dedans. Je vais pas m'installer dans une roulotte avec les cartes devant moi. Franchement, t'as vu, imagine la tête de mes parents, quoi. Et elle m'a dit oui, mais il faut absolument que tu fasses ce métier-là. Et à l'époque, j'étais dans les Halles et je lui ai dit écoute, ok, très bien. C'était le soir d'Halloween, donc c'était cool pour moi, dans ma tête, de me dire bon, ça va, je vais pas passer pour une folle, une folle furieuse. Et j'ai dit écoute, c'est simple, je rentre dans ce bar, parce qu'à l'époque, j'avais toujours mes cartes sur moi, c'était devenu une espèce de fétiche, je les regardais tout le temps, tu vois. En disant que peut-être elles allaient, je sais pas, te parler. Ouais, voilà, me dire c'est là, maintenant, tout de suite, tu comprends, là, tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas faire ci, voilà. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, c'est simple. Si c'est mon métier, je vais rentrer dans ce bar, je vais m'installer, je vais sortir mes cartes. Et si c'est le métier que je dois faire, si quelqu'un vient me voir, et vient me demander si je suis voyante, si ça se passe là ce soir, c'est que c'est mon métier. Ok, très bien, j'y croirai. Attention, teste l'univers. Voilà, exactement. Je lance le challenge à l'univers. Donc, je suis rentrée, c'était au Bon Pêcheur, dans les Halles. Je rentre, qui existe toujours. Je rentre, je m'installe, je sors mes cartes. À peine les cartes posées. Il y a quelqu'un qui s'est levé, mais comme s'il s'était retourné, il se lève, il s'avance vers moi, il me dit « Vous êtes voyante ?» Ok, l'univers. Là, j'ai eu la peur de ma vie, en me disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Au secours, non !» Et j'ai entendu à l'intérieur de moi un truc qui m'a dit « Maintenant, tu te tais et tu fais. » Au boulot. Ouais. C'est parti. Et je me suis retrouvée comme ça pendant 1h30 à parler à quelqu'un que je n'avais absolument jamais vu de ma vie. Parler, je ne me rendais même pas compte, tu vois, je me suis retrouvée plouf. Et à la fin, qui m'a dit « C'est extraordinaire, vous me connaissez mieux que les gens qui sont les plus proches de moi et mes propres parents. » Ça conforte, en tout cas, ça met en confiance. Et là, j'avais qu'une envie. Ouais, mais à ce moment-là, franchement, j'avais qu'une envie, c'est de lui dire dis-moi ce que je t'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit de si particulier et de si incroyable pour que je. Voilà. Et j'étais un petit peu scotchée moi-même, et ça a été ma première consultation payante. Et j'ai fait ma première consultation à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était ma consultation payante, et je suis devenue officieusement, parce qu'au départ, j'y croyais pas trop, et je me disais est-ce que je vais vivre de ce métier ? Est-ce que ça gagne donc beaucoup, voilà, donc je me suis retrouvée comme ça à le faire un petit peu comme ça. Enfin, c'était pas un petit peu comme ça, puisque j'ai travaillé tous les vendredis et samedis pour payer mes factures dans ce que je faisais avant. Et du coup, le reste de la semaine, je m'installais dans des lieux publics. Donc j'ai lancé la mode il y a quelques décennies, de s'installer dans des lieux publics et de consulter. Donc je m'installais comme ça dans des lieux publics, je sortais mes cartes et j'entendais que les gens viennent vers moi. Ah, c'est marrant. Et voilà. Donc forcément, ils venaient. Ils venaient parce que... alors, ce qui était étrange et étonnant, c'est que les gens venaient vers moi, mais ils n'avaient jamais consulté une voyante de leur vie. C'était leur première expérience. Et ça, c'était étonnant, parce que même malgré le fait que j'ai eu énormément de presse et télé derrière, les gens qui venaient me voir venaient me voir parce qu'à l'époque, je ressemblais plus, comme ils me le disaient, je ressemblais plus à leur fille, leur chérie, leur amie, leur copine, qu'à une voyante. Ouais, qu'à Madame et ça les Irma. rassurait. Voilà. Et ça les rassurait. Et comme je faisais pas, j'avais pas une tenue bizarre, j'étais habillée normalement. Donc ils venaient avec confiance. Ils me disaient tiens, vous faites quoi ? Vous avez des cartes devant vous ? Et donc je leur expliquais que je tirais les cartes.
Du coup, il me disait, ah bon, mais ça veut dire quoi, vous lisez l'avenir? Je dis, oui, mais en tout cas, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer dans 20 ans. Moi, je suis une voyante du présent. Je vais vous dire ce qui va se passer dans les années proches. Du coup, c'était pas si engageant que ça pour les gens, je pense aussi. Et ils me disaient, ok, super, c'est combien? Ok, on s'installe. Ouais, puis ils prennent ça à la légère, je pense, mais en même temps, ils écoutent beaucoup. Alors, ils prennent ça à la légère, sauf qu'au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes, ils se retrouvaient, entre guillemets, à poil. Et voilà, tu vois, je me souviens d'un événementiel comme ça où j'avais une petite trentaine et je me suis retrouvée à faire un événementiel dans un lieu magique qui était, je ne sais pas si ça existe encore, qui était dans le 16e arrondissement, un lieu qui avait été transformé par Cristal d'Arc ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça, où il y avait des magnifiques lustres en cristal noir, c'était sublime. Et c'est un restaurant super à la mode et super cher et je faisais un événementiel pour des banquiers. Et on m'avait demandé de m'habiller dans une espèce de tenue blanche, donc j'étais arrivée, moi, blonde, alors surtout qu'à l'époque, j'ai commencé à 27 ans et on m'en donnait 20. Donc à ma trentaine, tu vois, j'en paraissais une vingtaine d'années, j'avais les cheveux blonds, longs, tout ça, c'était compliqué. Et donc je me suis retrouvée dans une soirée de banquier et on m'avait mis dans une pièce, il y avait une pièce où il y avait une table ronde avec un grand lustre noir comme ça au-dessus de la table. Les murs étaient calfeutrés comme ça en espèce de tissu en velours rose. Pâle, en vieux rose comme ça. C'est très, très rose bonbon. Donc on m'avait installé là avec une énorme boule de cristal au milieu de la table. Donc j'avais pas le droit de sortir mes cartes. C'était la boule de cristal. Soi-disant, je lisais dans les... Ouais, voilà, tu vois, quand tu veux pas rentrer dans les clichés, on t'y oblige. C'est ça. Donc j'avais une espèce de tenue blanche. J'avais mis un truc écru parce que blanc, tu vois, je me voyais pas trop. Et je vois arriver, généralement, à l'époque, on te disait pas trop pour qui tu allais faire cette soirée. Donc je me retrouve dans une soirée de banquier. Je me dis, mais c'est quoi tous ces hommes de 50, 60 ans qui sont tous en costume? Et là, j'apprends que c'est une soirée de banquier. Je me dis, oh, le guet-apens, ça va être l'horreur. Mais le physique aidant, comme j'avais ce petit côté blonde et jeune et jolie, donc il y a un homme qui est venu en disant, vous faites quoi avec votre jolie boule, avec ses dents remplies de saucisses cocktail. Voilà, vous allez toucher les boules. C'était un peu ça, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, non, je lis l'avenir, voilà. Et donc, il se dit, bon, bah super. Puis il était bien content de s'installer en face de la petite nénette. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, donc j'avais 10 minutes à quart d'heure avec les gens en événementiel. Donc ça va vite. Et là, tu fais pas dans la dentelle, quoi. Tu balances, entre guillemets, les choses en essayant de préserver quand même la personne, mais tu vas au cœur du truc. Tu n'as pas le temps de faire l'introduction, le développement et la conclusion. Ouais. Donc tu vas assez vite dans le vif du sujet. Et pour justement préserver les gens, je leur demandais un sujet. Posez-moi la question que vous voulez sur le sujet, en fait, sur le plan que vous voulez, professionnel, affectif, personnel. Donc c'était très large comme question, mais en tout cas, ça limitait sur un plan, pour pas justement avoir trop d'infos qui risquaient de les perturber. Et donc, il me pose une question qui, soi-disant, a l'air insignifiante, sauf qu'au bout d'un quart d'heure, il s'est retrouvé un peu à poil, a pu faire le malin devant la blonde. Et a trouvé ça tellement dingue qu'il a été chercher un copain en disant « Non, mais il faut vraiment que tu viennes ». Donc j'avais des hommes qui venaient en disant « Je n'aurais jamais imaginé de ma vie. Je pense que je ne le raconterai ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à personne, que je suis venue voir une voyante. Mais ça a l'air tellement dingue ce que vous racontez que je viens voir. Parce que je suis très cartésien et quand même. Ouais. Et au bout d'une heure et demie, j'avais une queue de 7 mètres. Tous les papis banquiers, là. 2 par 2, mais très, très, très bien, 2 par 2, qui attendaient avec leur coupe de champagne pour passer à leur tour. Et qui ont attendu parfois 2 heures ou 3 heures pour passer avec la petite blonde qui lisait l'avenir. Donc ça a été extraordinaire. C'est là où je me suis retrouvée, grâce aux événementiels, où les gens y croient pas, mais ils viennent parce que c'est gratuit, c'est offert. Et qu'en fait, tu te retrouves à la fin de la soirée avec une trentaine, une quarantaine de personnes ils sont juste scotchés en disant waouh. Ça a été vraiment, tu vois, les débuts des années 2000, j'ai fait beaucoup d'événementiels, enfin à la fin du siècle dernier et au début des années 2000, pour faire passer effectivement ce message que la voyance existait bien. Ça doit faire du bien de remettre la vérité à jour. Oui. Alors ça fait du bien, ça fait surtout du bien de savoir que les gens peuvent être au courant à l'avance qu'il va se passer quelque chose et qu'ils pourraient faire autrement. C'est ça qui fait du bien, tu vois, de savoir que les gens pourraient prendre leurs responsabilités, avoir un petit peu plus de conscience et intervenir sur le cours des événements. Ça fait du bien parce que ça te permet de te dire que tu peux être maître de ta vie, que tu peux choisir ta vie, que tu n'es pas simplement victime et que tout n'est pas écrit. Parce que ça aussi, c'était drôle. Tu sais, quand les gens, quand je leur disais, quand ils venaient me voir, mais pour vous, est-ce que tout est écrit? Je posais souvent cette question aux gens. Ils me disaient oui. Ah bon? Par qui? Et là, c'est je sais pas, par Dieu.
Je me dis, donc, il a du boulot, le pauvre. Hein. Donc, c'est là, quand tu vois que les gens se disent, tout est écrit comme beaucoup de personnes qui attendent encore le Messie qui va revenir ou qu'ils vont être sauvés par je sais pas qui. Ouais. Donc, ce qui est chouette, c'est de savoir, en tout cas, c'était ça qui était important pour moi, c'était de voir que les gens se disaient, il se passe quelque chose que nous n'avons pas imaginé exister, que effectivement, je me rends compte que ça se passe bien. Tu vois, quand les gens revenaient me voir, comme j'enregistrais sur des cassettes les consultations, au bout d'un an, je disais, alors, comment ça s'est passé ? Ah ben, ça s'est pas du tout passé comme ça. Sur un enregistrement, d'ailleurs, d'une vidéo que j'ai faite pour je sais plus quelle émission, la journaliste dit, alors, ce que Marie-Laure vous a raconté, ça s'est passé ? Elle dit, non, mais ça m'a aidé à. Tu vois ? Donc, l'idée, c'était de dire, attention, ce que je vais vous dire aujourd'hui, prenez-le comme une photographie de l'instant présent, qui n'est valable qu'aujourd'hui. Oui, tu as le choix Parce après. que, étant donné que j'avais quand même des gens qui venaient vers moi, qui n'avaient jamais consulté, mais qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui un travail sur soi, une introspection, où c'était des personnes qui voyaient des psys, qui commençaient à être accompagnées, donc qui se posaient des questions et qui étaient dans un développement personnel pour changer leur vie, et qui du coup ne venaient pas en s'asseyant en face de moi pour connaître l'avenir, mais pour comprendre ce qui se jouait. Et pour essayer de mieux saisir pourquoi ça bloquait. Et du coup, quand ils s'installaient en face de moi, il y avait plus cette idée de comprendre les choses, et il y avait plus cette attente seulement sur le fait que la voyante doit dire les choses, et il y avait plus une interaction ensemble sur ce qui va se passer. Et donc, j'ai envie de comprendre, parce que je sens bien que ce qui se passe est compliqué et douloureux. Je sens bien que je vais dans le mur, et j'aimerais bien éviter. Donc c'est plus comme ça qu'on devrait venir voir une voyante finalement. Tu as deux choix en fait quand tu vas voir une voyante. Ou alors il y a plutôt deux catégories de personnes qui viennent te voir. Il y a ceux qui pensent que tout est écrit. Oui, voilà. Et qui ont l'habitude qu'on dirige leur vie, qui ont l'habitude d'être en dépendance de l'avis des autres, du parent, de l'éducateur, du mari, du système, de la télévision, et qui du coup, on leur a tellement baratiné dans la presse que tout était écrit. Parce que moi, quand j'ai reçu des journalistes, je leur disais, je comprends pas vos questions. Vous avez déjà consulté ? Et ils me disaient, non, jamais. Vous avez connu quelqu'un qui a déjà consulté ? Non, jamais, j'en ai peur. Je dis, donc il y a que des préjugés. Oui. Du coup, je disais, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous faire une consultation et la semaine prochaine, on se revoit pour l'interview. Et là, j'avais des gens estomaqués qui me disaient, ah ouais, mais c'est génial, mais c'est autrement que ce que j'imaginais. Je dis, oui, voilà. Voilà. Donc, tu as une catégorie qui vient, parce que c'est des personnes qui ne sont pas maîtres de leur vie et qui n'ont pas compris et n'ont pas la conscience du libre arbitre en fait, que nous avons la capacité de pouvoir choisir notre vie et pas être simplement dépendante ou victime des événements et des situations ou des autres. Que chaque situation peut changer. Exactement. Et qu'on ne peut peut-être pas choisir des situations ou décider des situations, mais en tout cas on peut choisir le regard qu'on porte dessus, et la vie et la critique et le ressenti aussi, on peut le travailler sur une situation. Ça nous appartient. Mais souvent, il y a des personnes, majoritairement quand même dans la voyance, qui pensent que tout est écrit et que du coup, pour aller se rassurer par rapport à leur vie qui manque de sens ou qui est délicate et douloureuse, ça serait bien d'aller voir un voyant en espérant quand même qu'il va nous donner des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est quand même la majorité des gens qui consultent les voyants. C'était 95% des gens qui consultaient à l'époque, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, heureusement. Et tu as une autre catégorie de personnes qui vient pour justement comprendre ce qui se passe, qui a bien saisi le message, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, qui saisit bien que c'est un potentiel. Alors, il y a beaucoup plus de voyants conscients de ça aussi, qui consultent aujourd'hui et qui se sont détachés de cette idée préconçue que tout est écrit à l'avance et gravé dans le marbre. Donc, cette deuxième catégorie de personnes, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui ne s'installent pas en face de toi en attendant que tu donnes tout et qui, comme les autres, masquent des choses. Moi, j'ai vu des gens qui enlevaient leur alliance. Donc, tu avais la marque de bronzage, et puis d'un seul coup, tu disais... Mais, pour dire, ouais, elle va le deviner. Mais vous avez enlevé votre alliance ? Et les gens, pardon. Et ils veulent te tester. Ou alors, au bout d'un quart d'heure, tu disais, mais vous attendez que je vous dise quoi ? Parce que là, vous ne m'écoutez pas du tout. Et là, si, je vous écoute. Ah, mais je pense que si je vous demande de me répéter ce que je viens de dire depuis 1 minute, vous en seriez incapable. Je vois bien, vous n'écoutez rien. Vous êtes ailleurs. J'entends tout ce qui se passe dans votre tête. Parce que tu peux aussi avoir de la télépathie à quelqu'un et entendre tout ce qui se passe dans sa tête. Donc, elle est bonne. Voilà, c'est ça, ouais, au secours. Et du coup, tu as vraiment ces deux catégories différentes de personnes qui viennent voir les voyants, et aussi des voyants qui sont conscients qu'il peut exister différents potentiels,
et d'autres qui pensent qu'une bonne voyante dit des choses qui vont se passer à 100%. Ouais, c'est ça dépend de l'idée que tu as de la voyante. Exactement, voilà. Donc selon ton éducation, selon tes programmations, voilà, des médias et tout. Mais justement, du coup, c'est quoi la plus grande mauvaise interprétation que les gens ont de la voyance ? Eh bien, c'est pour moi, je dirais que justement, croire que tout est écrit, c'est une magistrale erreur. Voilà. Croire que même quand on se positionne sur le plan de l'âme, qui décide de venir, de s'incarner, qui choisit ses parents, tout ça, en conception bouddhiste ou autre, même si on prend cette conception-là, c'est nier et c'est renier notre libre arbitre que de croire que tout est écrit et qu'on ne peut rien y faire. Donc il y a une question de destin et de destinée, certes, mais heureusement, fort heureusement, nous avons notre libre arbitre. Et si chacun prend du temps et prenait du temps chaque jour pour s'asseoir, respirer, faire de la relaxation, prendre un petit peu plus de recul sur ses agacements, sur ses sentiments de mélancolie, de dramatisation et tout, ben, il se rendrait compte qu'il voit la situation par une toute petite... Ouais, trop dramatique, quoi. Voilà. Ouais. Il n'a pas un angle suffisamment ouvert pour voir tout ce qui se joue de son côté et de l'autre. On voit souvent les situations où on regarde souvent comment les autres fonctionnent par rapport à notre manière d'être. Quand on dit oui, je me mets à ta place, non, je ne me mets pas à ta place. Je suis à ta place avec mon regard, mon vécu. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'est la plus grande erreur, ce serait plutôt de dire ça doit se passer comme ça ou ça va se passer comme ça. La deuxième chose que je mettrais derrière, c'est un voyant qui n'a pas fait ce travail d'introspection, de déprogrammation de tous ces implants, de tous ces messages que l'éducation ou la société nous donne. Si on n'a pas vu toute cette influence-là, on peut aussi très bien projeter sur l'autre, si en plus le voyant est fatigué, s'il est en dépression, s'il n'est pas de bonne humeur, s'il s'est disputé le matin avec son conjoint. Il peut très bien aussi être influencé et pas être complètement connecté à l'autre, il peut très bien être connecté à ses problèmes et connecté aux problèmes de l'autre et donc faire un amalgame et mettre son propre jugement sur la personne. Moi, j'ai eu des gens comme ça qui venaient me voir et je disais, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment suivi depuis longtemps par un voyant. Enfin, j'ai l'impression... Pour pas dire, je vois bien, je vous vois, ouais. Et pourquoi vous venez me voir moi ? Et là, tu as les gens qui me disent, oui, parce que mon voyant, en fait, il est agacé que je vive ça ou que je vive ci, ou parce que j'ai un amant et il supporte pas et il trouve pas ça normal. Ouais, c'est bizarre, ça, effectivement. Voilà. Donc là, tu vois bien que tu n'es pas dans le domaine de la voyance pure, dans le sens d'être connecté dans l'espace de l'autre pour lui donner des informations qui pourraient le mettre dans un état de conscience différent, mais que tu es plus dans un micmac entre la projection et de ce que tu vis, de ce que tu es, tes malaises, les états émotionnels que tu peux vivre et tout ça. Voilà. Parce que quand tu es voyant, tu es quand même tellement connecté à l'autre que forcément tu prends les états émotionnels de la personne que tu as en face de toi. Donc si tu ne sais pas te nettoyer, si tu ne sais pas faire la part des choses, et si tu ne comprends pas que l'état dans lequel tu es, c'est l'autre ou que tu es en train de transmettre ton état à l'autre, c'est un peu dommage. Donc il y a aussi la deuxième grosse erreur, c'est un voyant qui ne fait pas ce travail de relaxation, de nettoyage, et qui ne fait pas non plus ce travail d'introspection pour faire la part des choses entre sa vie et la vie de l'autre. Alors justement, comment tu te prépares spirituellement à faire une séance et à te connecter au client ? Est-ce que tu as une préparation ou tu n'as même plus besoin ? J'ai toujours eu une préparation et j'en ai toujours aujourd'hui. C'est juste impossible pour moi de ne pas me préparer. Pour deux raisons. Parce que si tu n'es pas préparé, tu prends l'état de l'autre et tu es excessivement fatigué à la fin de la journée. Donc je préfère me préparer. Deuxième chose, c'est par respect de l'autre, pour ne pas projeter justement mes états et pour être entièrement disponible pour la personne en face de moi, il est hyper important que je me prépare pour me couper de mes états, pour me sentir alignée, me sentir reliée, entre guillemets, à mon ressenti, à mes tripes et à mon cœur, intuition forcément, pour être vraiment totalement disponible pour l'autre. Donc ça, c'est depuis toujours. J'ai commencé les préparations que je faisais quand j'ai commencé à consulter. Alors moi, je suis un oiseau de nuit, je suis capable de me coucher pendant des mois à 4-5 heures du matin. Sauf que quand j'ai commencé à consulter, je ne supportais pas d'être fatiguée. Du coup, la première préparation, déjà, c'est de dormir beaucoup, minimum 8 heures à 10 heures, alors que j'ai vécu pendant des années en dormant 3 à 4 heures par nuit. Mais quand j'ai commencé à consulter, même si c'était à 27 ans, j'avais tellement eu l'habitude de passer des nuits blanches et tout ça que je ne pouvais pas. Donc la première préparation, c'est de respecter mon sommeil quand je consulte,
de ne pas faire des soirées de dingue la veille des consultations. Ensuite, le matin, de préparer le lieu où je consulte. Donc le lieu, ça va être que ce soit dans un lieu public ou chez moi maintenant, ou dans des lieux que j'ai loués. Ça a toujours été préparer le lieu en le nettoyant de l'encens, par exemple. Avec des bonnes intentions, c'est ça ? Alors, à partir du moment où tu sais et tu es consciente que le lieu doit être plutôt neutre, doux, accueillant et bienveillant, tu n'as pas besoin de mettre l'attention. Tu es conscient de ça, en fait. C'est comme si tu projetais, toi, ton énergie, une énergie douce autour de la pièce. Je dirais pas que je la projette, je dirais 2 choses. Je fais en sorte que le lieu soit dans cette énergie douce. Donc, pas avoir trop de bordel dans le lieu, tu vois, ranger le bordel, qu'il soit propre, qu'il sente bon, un lieu qui est sain, qui est beau, qui est chouette, un lieu cocooning pour que la personne se sente bien, parce que c'est important. Et la deuxième chose, c'est me préparer, moi, à être disponible dans ma tête, dans un bel état mental, moral, physique, et être branché au cœur pour vraiment être bien. Donc, c'est toute cette préparation-là. Ensuite, c'est faire du Reiki. Alors... J'ai connu une méthode de nettoyage qui s'appelle le Reiki, qui est très très connue, mais qui, il y a 20 ans ou 22 ans, n'était pas très connue. Et avant le Reiki, je prenais un bain tous les matins. Donc en fait, je me préparais. Et avant de partir, quand je travaillais dans les lieux publics, avant de partir, j'avais tout prêt. J'avais plus qu'à sauter dans mes habits après mon bain. Et je prenais une demi-heure à 3/4 d'heure de bain tous les matins avant de partir. Donc ça, c'était vraiment un moment de détente et de nettoyage que je faisais et je pouvais reprendre un bain le soir. Ça, c'était ma préparation les 3 premières années ou les 2 premières années avant de connaître le Reiki. Et ensuite, un jour, quelqu'un m'a proposé de faire du Reiki pour justement me nettoyer de mes journées. Donc, la préparation, c'est de faire un soin Reiki le matin pour me sentir alignée. Et dans la journée aussi, ça peut être de faire des petits soins qui peuvent durer 10 minutes pour justement être bien. Donc, j'ai une préparation qui est du lieu, de moi-même, et ensuite qui est d'appeler. Quand je suis face à quelqu'un, il y a toujours de toute façon quelques minutes de préparation, de concentration, de moments où je me connecte à la personne, qui sont les moments où j'ai les cartes en main. Soi-disant, je les mélange. Les gens ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle fait, elle mélange les cartes pendant 10 minutes. Et tant que je ne me sens pas reliée au hara, au ventre, au cœur, et que je ne me sens pas dans un état de paix fort, je commence jamais une consultation et j'appelle tous les maîtres, les guides qui ont été là comme des lumières dans la vie, dans ce monde, depuis des siècles et des siècles et des siècles, et qui ont contribué à faire évoluer l'être humain dans la bienveillance, dans la douceur et l'amour, et la vérité. Oh, c'est beau. C'est marrant, je me demandais avec qui tu travaillais. Toi, est-ce que tu as tes favoris, par exemple, je sais pas, un guide spécial ou pas ? Ça, c'est très intéressant parce que le côté guide, tu vois, c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbée. Ouais. Quand je vois aujourd'hui les gens qui me disent c'est mon guide qui parle et tout. Ce qui me gêne ou ce qui m'a déstabilisée souvent par rapport à cette idée de guide ou de maître qui nous parle, c'est que les gens sont toujours obligés de se référer à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça nous évite ou ça nous empêche de nous relier à nous et de considérer qu'on fait partie de ce monde, oui, c'est vrai. Considérer qu'on est une parcelle. Et que notre cœur est relié à chaque cœur de tous les gens qui sont matérialisés dans leur corps et de tous ceux qui sont dématérialisés, qu'on appelle les défunts ou les entités pour certaines personnes. Donc on fait le boulot, quoi, aussi. Oui, on fait le boulot, et si on se mettait dans cet état d'esprit, si on ressentait à quel point on est relié à l'univers, à tous les gens qui ont vécu dans cet univers, qui sont vivants, qui ne sont plus de ce monde sous forme matérialisée comme nous dans un corps, on pourrait se demander intérieurement quel est le message, en ayant fait bien sûr le travail de déprogrammation des fonctionnements d'ego et des masques d'ego et tout, s'il y avait tout, bien sûr tout ce travail-là, une bienveillance vis-à-vis de soi. En attendant, si on était dans cette conscience-là, on n'aurait pas forcément besoin de toujours faire appel à des guides ou de dire je suis connecté à des guides qui me parlent. Parce que très souvent, malheureusement, j'ai des gens aussi qui me disent c'est mon guide qui m'a parlé, et en fait c'est pas du tout des guides, c'est juste soit un petit truc qu'on a dans la tête, une petite voix parmi les nombreuses voix qui nous parlent dans notre tête, qui sont souvent que du mental, ou un espèce de fantasme de guide qu'on a, alors qu'il y a une partie, c'est peut-être un guide qui parle, et l'autre, c'est pas forcément le guide qui parle. Donc il y a déjà, est-ce que moi j'entends des messages, est-ce que je peux considérer que je suis quelque part un guide aussi ? Pas dans le sens de je suis supérieur aux autres et je suis un guide, mais est-ce que je peux pas non plus être connecté à l'univers par mon cœur, être connecté aux autres et tout simplement dire ce que je ressens et ça va aider l'autre aussi. Mais comment tu différencies la voix des pseudo-guides et de ton ego ? C'est bien ça, tu vois. C'est bien ça le truc, c'est que si tu n'es pas dans cette introspection et cette écoute de la vibration d'un message que tu entends,
d'une voix que tu as dans ta... Parce que quand tu as une voix dans ta tête, quand tu as toi-même qui te parle à toi-même, quand tu as tout le conseil d'administration qui te parle en même temps et qui te dit bon alors là moi j'ai faim, bon alors Léna elle est bien mignonne, elle est sympa, ouais mais bon là ça dure longtemps, ah tiens au fait il fallait que je téléphone à machin, ah oui au fait il y a un truc qui doit arriver dans pas longtemps, oh là là il y a peut-être plus de pile, on va devoir arrêter le truc et recommencer un autre jour, tu vois tout ce conseil d'administration qui parle en permanence. Je le connais bien. Voilà. Donc, je pense que vous aussi qui écoutez, vous connaissez bien tout ça. Déjà, ça, c'est des voix qu'on entend et pourtant, elles ne sont pas, on les entend pas à l'extérieur de nous, on les entend à l'intérieur de nous et pourtant, elles existent bien. Quand on entend des messages aussi en clairaudience ou les messages des guides, en voyance, enfin, quand on est connecté, ou en tant que médium, quand on entend des défunts nous parler, c'est pas une voix, un son, mais c'est une vibration. Donc, il est important de faire ce travail de reconnexion au corps, parce que si on n'est pas reconnecté au corps, et malheureusement on est très peu connecté à notre corps, s'il n'y a pas eu toute cette reconnexion au corps qui est faite, il y a un amalgame monstrueux, et c'est dommageable aussi pour ceux à qui on fait passer les messages, entre les voix qu'on entend, les voix qu'on peut entendre de la part d'entités, les voix qu'on entend de la part de maîtres ascensionnés, les voix qu'on entend de la part de, je sais pas moi, d'autres choses, ou de la mémoire d'événements qu'on a vécus, ou d'autres vies. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc s'il n'y a pas ce travail qui est fait sur le corps et ce questionnement aussi qu'on a pu avoir, d'où viennent ces voix? Parce qu'on peut très bien dire, moi j'entends des voix et puis voilà, en fait t'es schizophrène quoi. Aussi, parce qu'il y a des schizophrènes aussi. Moi j'ai vu aussi énormément de schizophrènes qui ne sont pas du tout schizophrènes, qui sont connectés justement à des entités ou autre chose. Oui, ça c'est un gros problème justement. Voilà. Et des schizophrènes qui sont schizophrènes parce qu'ils ont dû développer plusieurs personnalités pour résister dans ce monde de brut. Voilà. Donc c'est effectivement compliqué pour chacun, pour tout à chacun, de savoir qui parle. Mais surtout qu'en plus, quand tu parles de vibration, j'imagine aussi ça dépend de tes dons, en tout cas de tes capacités. Parce qu'il y en a, ça va être plutôt voir, il y en a, ça va être sentir. Donc... En sachant que tout est vibration. Ouais. Mais du coup, ça se manifeste après avec ton don, non, c'est ça? Ou avec tes capacités plus ou moins intuitives? C'est-à-dire que par exemple, si tu ressens, donc tu sens une vibration, est-ce que cette vibration-là, elle va se manifester en fonction de ta capacité intuitive? Donc par exemple, d'entendre quelque chose après, tu vois? Je dirais que pour moi, tout est vibration. C'est-à-dire, quand tu parles, ta voix est vibration. Quand tu respires, ta respiration est vibration. Quand tu émets une pensée, ta pensée est vibration. Donc le mouvement, enfin, tout est vibration. En quelque sorte. Je mettrai ce mot-là tout simplement, pour ne pas rentrer dans le mot énergie, pour ne pas rentrer dans le mot les atomes ou la physique quantique, on va dire simplement tout est vibration. Et du coup, on est sans arrêt en train d'envoyer des informations qu'on pourrait traduire sous forme de vibration, que ce soit des mots, des pensées, des sourires, peu importe. Voilà. Donc on va juste dire ça. Maintenant, pour moi, la difficulté, c'est de traduire en mots ces vibrations. C'est par rapport au ressenti que tu as de cette vibration, comment tu vas la traduire. Et avant de la traduire en mots, tu la ressens dans le corps. Donc déjà, si tu n'es pas connecté à ton corps, tu auras du mal à utiliser ton mental pour écouter ce que tu sens dans le corps et pour essayer de le traduire en mots avec des mots qui vont être compréhensibles par la personne que tu as en face de toi. Donc pour pouvoir traduire ces vibrations et savoir qui parle, déjà c'est se connecter à son corps pour déjà ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps et ressentir ce qui se passe à l'extérieur du corps dans l'invisible. Tu vois, c'est de se dire, quand je rentre dans une pièce, je peux sentir ce qui vient de se passer dans cette pièce. Quand je sors dehors, je vois tout de suite qu'il se passe quelque chose. Par exemple, quand je rentre dans un grand magasin, je fais un exercice de centrage et de protection, parce qu'autrement, au bout d'une demi-heure, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, je suis épuisée. Parce que je suis brassée par toutes les vibrations, états émotionnels, énergie de tous les gens qui passent à côté de moi. Par exemple. Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un s'il veut vraiment comprendre qui parle, c'est déjà de faire une reconnexion au corps par différentes choses. Puis j'imagine aussi un travail sur soi et sur son histoire. Il y a du boulot. C'est sûr, c'est indéniable. De toute façon, quelqu'un qui veut être médium, voyant, thérapeute ou ce que tu veux, si aujourd'hui il n'a pas fait ce travail de reconnexion au corps et de nettoyage de tous ces fonctionnements de protection qu'on appelle les masques d'ego, les parades d'ego ou tout simplement l'ego, s'il n'y a pas eu tout ça de fait, tu peux considérer que la personne qui est en face de toi est juste en plein délire, en pleine projection, en plein besoin de reconnaissance et que c'est de la masturbation mentale en gros. Et alors du coup, toi, comment tu reçois les réponses? Comment ça se manifeste? Alors, comment se manifestent les réponses sous deux formes, encore une fois. Il y a les questions que je me pose déjà pour moi. Ensuite, il y a les questions que les autres se posent. Ensuite, il y a les questions que les gens me posent ouvertement en rendez-vous. Et les questions que les gens se posent, mais qu'ils ne disent pas.
Donc déjà, ma décision a été, à un moment donné, quand j'ai commencé à consulter, d'arrêter d'être connecté en permanence à tout le monde. Ça doit être de trop choisir, fatigant. oui, exactement, de choisir de ne pas être tout le temps connecté, de me dire quand je suis en consultation, je suis connecté à l'autre, mais en dehors de ça, je n'ai pas à regarder dans le trou de serrure ce qui se passe dans la vie de l'autre. Tu fermes la boutique. Je ferme la boutique. Exactement. Alors c'est flippant parce que tu as énormément d'amis ou de gens autour de moi qui me disent « Oh, c'est terrible, je sais que Marie-Laure, elle sait tout ce que je me dis. Ouf, faut que j'arrête de penser ça parce que Marie-Laure va le voir. » Ouais, ça doit être Non, horrible, ça. Je ne veux pas, si quelqu'un ne me demande pas de lui dire ce que j'entends, je ne le dirai pas. Alors il se peut parfois que pour des amis proches ou par des personnes par lesquelles je suis concernée, j'entends des choses alors qu'ils ne m'ont pas demandé. À ce moment-là, je sais que c'est pour être au courant de ce qui est en train de se passer, pour être présent dans une bienveillance vis-à-vis de l'autre, que je comprenne mieux ce qu'il est en train de traverser et que je sois prêt, si la personne me demande de l'aide, d'être là. Ça, c'est clair. Donc, comment j'entends ? Eh bien, je dirais, je sens, mais pas je sens les choses, c'est que on me les dit, alors ça se passe sous deux formes, sous forme d'image ou sous forme d'une connaissance. Tu sais, quoi. Oui. C'est-à-dire que je peux raconter carrément aux gens ce qui s'est passé il y a 10 ans ou ce qui va se passer demain dans une réunion professionnelle. Il vous a dit ça, elle vous a dit ça. C'est-à-dire que les gens me disent, mais c'est impressionnant, vous me donnez le petit surnom que me donnait ma grand-mère. Mais c'est casse-couille. Pardon. Et ça, c'est phénoménal parce que tu peux exactement soit raconter une conversation qui s'est passée entre deux personnes ou l'état émotionnel ou mental dans lequel la personne se trouve par rapport à quelqu'un. Vous avez une dispute avec un tel, mais vous croyez qu'un tel vous a dit ça ou vous a fait ça, alors que vous attendez ci, vous attendez ça, et que elle, dans sa tête, il s'est passé ça et ça dans sa vie, elle n'a même pas entendu ce que vous lui demandiez, donc vous êtes en train de vous faire tout un flanc. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on me dit ce que les gens pensent, ce que les gens vivent, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vont vivre, pourquoi, comment, et du coup, il y a aussi ces images qui viennent, en sachant que les images, c'est quelque chose que je me suis interdit d'avoir il y a 20 ans quand j'ai commencé à consulter, parce qu'il y avait tellement cette image du voyant qui voit ce qui s'est passé, et qu'à partir du moment où on donne une image à quelqu'un, et sachant moi que les gens pouvaient intervenir sur le cours des événements et que les choses n'allaient pas exactement se passer comme ça, avec cette fameuse histoire, je reviens sur l'histoire des cartes du jeune homme blond, et que le petit chéri qui avait demandé de sortir avec soi, c'était un jeune homme brun, et que les gens sont très accrochés aux images, je ne voulais pas laisser une prise aux gens en leur donnant une image. Donc j'ai dit, je ne veux pas, comme en tant que je suis aussi médium, donc je suis aussi le liant entre le monde des défunts et le monde des vivants. Et pareil, je ne voulais pas être dérangée tout le temps et qu'on vienne me parler. Donc j'ai aussi mis un cadre en disant, je ne veux pas être dérangée. Elle est coco, tu me disturbes pas. Donc la nuit, tu me laisses dormir. Merci. Et si c'est pas quelque chose qui peut apporter un bien-être ou un mieux-être aux vivants, c'est même pas la peine de venir me parler. Voilà. En gros, je caricature et je le dis d'une manière un petit peu brute parce que ça s'est pas passé exactement comme ça, mais en gros, ça ressemble à ça. De la même façon, par rapport à ce que j'entends et par rapport à ce que je dis, il y a vraiment cette idée de tu sais, tu sens ou tu vois des images. Et quand tu vois des images, alors c'est très marquant pour les vies antérieures. Alors là, carrément, j'en parle peu et je le faisais peu. C'est une autre dimension aussi dans la voyance. Mais là, en revanche, quand tu parles de vie antérieure, là, tu as des images, tu vois le film, quoi. Et tu décris le film. Ça, c'est génial. Et ça, c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant parce que tu peux décrire le mobilier, tu peux décrire chaque détail, tu peux décrire non seulement les détails, et en plus, tu décris l'état des gens. Tu vois, le vécu des gens, leur tenue vestimentaire, c'est l'ambiance. Ça, c'est impressionnant. Tu le fais en voyance. Mais comme je m'étais interdit de le faire en image, quand je l'ai avec les vies antérieures, c'est extraordinaire. Ouais.